Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Remaniement au sein du cabinet présidentiel en République démocratique du Congo à l'aube d'une année électorale et un départ fait couler beaucoup d'encre, celui de Fortuna Bisselele, conseiller privé du chef de l'État Félix Tshisekedi. Détail à suivre dans cette édition. Grève illimitée des transporteurs routiers au Sénégal, un mouvement social pour dénoncer les mesures prises unilatéralement par le gouvernement en matière de circulation routière, des mesures pourtant jugées nécessaires par les autorités alors que plus de 60 morts sur les routes ont été recensés en 8 jours dans le pays. Et une épidémie de choléra se propage au Mozambique. Ce fléau a causé la mort d'au moins 16 personnes dans le pays. La saison des pluies favorise la contamination. Plus de 1300 cas ont été signalés. Le mot d'ordre émis par les autorités est respecter les mesures d'hygiène. Mais tout d'abord, au Nigeria, les élections générales auront bel et bien le 25 février 2023. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le président de la commission électorale. Une clarification qui fait suite aux incessantes rumeurs de report face à la dégradation de la situation sécuritaire. Selon Mahmoud Yakoubou, toutes les conditions sont réunies au niveau de l'INEC pour assurer le bon déroulement du vote malgré les défis dans la nation la plus peuplée d'Afrique. L'INEC qui, rappelons-le, a été la cible d'une violente attaque dans l'état d'Imo le mois dernier. À l'aube d'une année électorale, le président congolais Félix Tshisekedi a décidé de procéder le 15 janvier au remaniement de son cabinet. La grande surprise de cette restructuration est le départ de Fortuna Bisselele, son conseiller privé. Plus de détails avec Philomène Tine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un remaniement au sein de son cabinet. L'un des changements majeurs concerne le départ de Fortuna Bisselele, ex-conseiller privé du président. Il est remplacé par Kaumbu Mandungu Bula. Ce dernier assumait depuis septembre 2022 les fonctions de coordonnateur exécutif du bureau de coordination, de suivi et de contrôle du projet du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Fortuna Bisselele aurait dû démissionner avant de dévoiler ce qu'il présente comme l'agenda caché de Tshisekedi dans un deal avec le président Kagame qui aurait échoué. Ceci dit, ça ne s'explique pas le remplacement de 15 personnes du cabinet de Félix Tshisekedi. Est-ce que, comme on dit couramment chez nous en Afrique centrale, que le président veut faire bouffer ses proches, entre guillemets, faire manger les proches, entre guillemets? Sinon, les priorités de la RDC sont ailleurs que le remplacement par une quinzaine de personnes du cabinet du chef de l'État. Fortuna Bisselele, ex-conseiller privé du président, est auditionné par l'Agence nationale des renseignements depuis le samedi 14 janvier 2023. Il a été à toutes les rencontres publiques et surtout secrètes dans le cadre du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Il aurait perdu la confiance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le dossier sensible de la crise avec le Rwanda voisin. Je pense qu'il ne perd pas de vue que les élections sont proches, que la sécurité dans l'Est de la RDC n'est pas acquis et qu'il faille ouvrir des fenêtres pour faire la paix dans cette partie du pays avant les élections. Sinon, ça sera compliqué pour lui et l'opposition sera vent debout contre lui si les élections ne sont pas tenues à date. D'autres conseillers du président congolais ont été également relevés de leurs fonctions. Il y a notamment Didier Beto-Apala, ancien coordonnateur de la sécurité interne du président, actuellement aux arrêts, Topin Kabongo, ex-assistant personnel du président, et Jean-Claude Kabongo, ex-conseiller en charge des investissements. Ce remaniement intervient à 11 mois des élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, Rachid Nekaz, résigné et libre, l'opposant algérien condamné à 5 ans de prison en juillet 2022 pour avoir appelé au boycott de la présidentielle de 2019, a été libéré ce 18 janvier. Une libération pour raisons humanitaires selon le Comité national pour la libération des détenus, mais qui intervient après sa décision d'abandonner définitivement la vie politique.
Parallèlement, 2 anciens ministres de l'ère Bouteflika et un ex-PDG de la compagnie pétrolière Sonatrach ont été condamnés ce mercredi à de lourdes peines d'emprisonnement. Ils sont reconnus coupables de corruption et d'octroi d'avantages à des sociétés étrangères. Notons que la plus lourde sentence a été prononcée à l'encontre de l'ex-ministre de l'Énergie, Chakib Relil, qui s'est vu infliger 20 ans de réclusion. L'Afrique s'impose comme le premier continent de l'entrepreneuriat féminin avec 24% de femmes entrepreneurs. Mais des disparités liées au genre risquent de fragiliser cette performance. Les investissements mobilisés en 2022 par les startups africaines dirigées par des femmes ont baissé de 58% en un an. Un constat que nous détaille Nathalie Mo. En Afrique, les femmes entrepreneurs contribuent à près de 300 milliards de dollars à la croissance économique du continent, une participation au PIB africain estimée à environ 13% selon des données officielles. En 2022, les startups africaines dirigées par des femmes ont levé des investissements d'un montant de 203,2 millions de dollars, se situant cependant en baisse de 58% par rapport à 2021. Des experts estiment que ces chiffres révèlent des disparités liées au genre dans l'entrepreneuriat. Donc bien évidemment, ces femmes sont confrontées aussi à des limites, notamment pour lever des fonds. Et je pense que cette discrimination de genre s'explique par les sociétés africaines qui sont fortement très tournées vers la culture homme. C'est l'homme qui doit faire le métier, c'est l'homme qui doit rapporter les revenus. La baisse des performances des startups dirigées par des femmes contraste avec les indicateurs globaux de ce secteur d'activité. En 2022, le capital risque des startups africaines a augmenté de 35%. Pourtant, seuls 4% des startups dirigées par des femmes et moins de 3% de celles dont les fondateurs sont de sexe féminin en ont profité. Les femmes d'aujourd'hui nous montrent que les choses doivent évoluer afin vraiment que ces distinctions et ces discriminations de genre cessent, afin vraiment que les femmes puissent montrer toute leur étendue et participer encore plus au rayonnement des startups en Afrique. En Afrique subsaharienne, il existe un déficit de financement de 42 milliards de dollars pour les femmes entrepreneurs. Toutefois, l'Afrique pourrait gagner 316 milliards de dollars de PIB d'ici 2025 si les différences liées au sexe sont comblées. Une grève illimitée des transporteurs routiers a débuté le 17 janvier au Sénégal. Le but, dénoncer les mesures prises par le gouvernement en matière de circulation routière, sans concertation avec les acteurs du secteur. Des mesures prises en réaction aux nombreux accidents routiers meurtriers survenus ces derniers jours dans le pays. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Dans les rues de Dakar, la capitale du Sénégal, les arrêts de bus sont bondés de monde. Les transports en commun sont pris d'assaut par les usagers comme une tempête. Après un accident de bus qui a tué 41 personnes à 6 km dans la région de Kaffrine au centre du pays le dimanche 8 janvier 2023, certains syndicats de transport routier se sont mis en grève illimitée à partir de mardi 17 janvier 2023 pour protester contre l'action du gouvernement sénégalais. Le gouvernement a sorti des mesures parlant de 22. Mais dès que ces mesures sont sorties, il n'y avait plus de débat. Or qu'on devait faire un débat par rapport à ces mesures. Nous sommes ouverts pour qu'il y ait des discussions par rapport à ces 22. Là, à partir de ce moment, nous pourrons dire nous sommes d'accord sur tel point, d'autres points nous ne sommes pas d'accord. Ça fera l'objet d'une discussion. Mais l'État ne l'a pas fait, a pris cette décision sans pouvoir concerter personne. La grève illimitée déclarée mardi par les transporteurs routiers n'a pas fait l'unanimité dans leur profession. Les syndicats de l'entreprise publique de transport Dakar Demdi, comme d'autres syndicats, a pris le contre-pied en assurant la mobilité des usagers sur l'ensemble du territoire. Une initiative saluée par le ministère des Transports. En considération des résultats de cette concertation, les membres du cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal, le CUS, ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au devant non seulement leur intérêt corporatiste, mais l'intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Je réaffirme que le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n'avons pas d'adversaire.
Même si la grève des transporteurs est enregistrée et que ses premiers effets sont déjà visibles, elle ne semble pas pour le moment aussi importante que la grève organisée il y a un an qui avait paralysé la capitale sénégalaise pendant 3 jours. Pendant ce temps, les pourparlers entre le gouvernement et les syndicats de transport vont bon train. Même problématique mais approche différente en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la sécurité routière. Les autorités ont opté pour la mise en place d'un permis à points. Le document qui entrera en vigueur dès le 1er mars sera doté d'un capital de 12 points et chaque infraction au code de la route entraînera un retrait de points. Les contrevenants écoperont en plus d'amendes et de peines de prison en cas de grave infraction. Objectif affiché, inciter les conducteurs à plus de prudence pour, à terme, réduire de manière considérable les accidents de la route. Rappelons que selon le dernier Conseil national de sécurité, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 46 accidents de la route par jour. L'épidémie de choléra se propage au Mozambique. Au 17 janvier, au moins 16 décès ont été recensés et plus de 1300 cas signalés. La saison des pluies favorise la contamination. Dans ce contexte, le ministère mozambicain de la Santé demande aux populations d'appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène. Les explications de Séverin Dequeux. 16 morts, c'est le bilan au 17 janvier 2023 de l'épidémie de choléra qui sévit au Mozambique. Une situation de plus en plus inquiétante pour les autorités en charge de la santé publique. Face à la presse, mardi 17 janvier 2023, Domingos Guiol, du département de surveillance de la santé publique, a appelé au renforcement des mesures d'hygiène pour contrer la propagation vertigineuse de l'épidémie dans le pays, en partie à cause de la saison des pluies qui accentue la contagion. Cette situation découle de la dernière saison des pluies qui est liée à cette situation que nous vivons. Elle a maintenu les niveaux d'eau dans les barrages à un niveau extrêmement élevé. Le président mozambicain, Philippe Nyusi, s'est dit préoccupé par l'épidémie de choléra qui touche certaines provinces mozambicaines. La recrudescence des cas de choléra fait suite au changement climatique plus agressif, mais aussi à la pauvreté et au conflit qui facilitent sa propagation par le mouvement des personnes, mais aussi la promiscuité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il est à craindre une hausse rapide des urgences sanitaires en Afrique liées au climat. Les signalements d'événements liés au climat ont augmenté de 25% entre 2011 et 2021 par rapport à la décennie précédente et 56% des 2121 événements de santé publique enregistrés dans la région africaine entre 2001 et 2021 étaient liés au climat. Le choléra est une maladie causée en grande partie par l'ingestion d'aliments et d'eau contaminée. Elle peut être traitée, mais peut entraîner la mort par déshydratation si elle n'est pas combattue rapidement. Il s'est fait plutôt discret depuis sa première défaite professionnelle. En mai 2022, le boxeur Tony Yoka fera son grand retour sur le ring. Le 11 mars prochain, il affrontera Carlos Takam, une belle affiche en perspective que nous détaille José Douglas. Après sa défaite face à son compatriote congolais Martin Bakolé, le 14 mai 2022, le franco-congolais Tony Yoka remontera sur le ring le 11 mars prochain à Paris face à un redoutable adversaire, le Camerounais Carlos Takam. Tony Yoka, champion olympique des lourds à Rio, s'entraîne désormais aux États-Unis. On parle déjà d'un choc qui va faire des étincelles compte tenu du palmarès de Carlos Takam, 47 combats, 39 victoires, 7 défaites et un nul. Après la défaite face à Martin Bakolé, j'ai voulu prendre quelques temps pour moi. J'ai essayé de réfléchir à ce qui a été et ce qui ne l'avait pas été. Je voulais vraiment que le jour où je reparle publiquement, je revienne avec quelque chose sur la table. Takam favori de ce choc, les deux hommes devraient déjà se rencontrer en janvier 2022, mais le combat avait été annulé en raison d'une blessure de Takam, le Camerounais qui a déjà défié les plus grands noms actuels de la boxe comme Anthony Joshua fin 2017 et avait livré un combat héroïque face aux Britanniques devant 70 000 personnes à Cardiff et s'était incliné à la 10e reprise. C'est un adversaire très sérieux, Carlos Takam. On va dire que c'est une porte d'entrée dans le top 10 mondial. C'est un adversaire très fort. En termes de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort. Carlos Takam, Tony Yoka le 11 mars à Paris. Takam qui a rencontré récemment John Joyce, un boxeur qui a sa place dans le top 10 mondial également et qui avait été battu par Yoka en finale des JO de Rio.
Yoka, très confiant, qui a aussi précisé qu'il faudrait être costaud, les gens attendent ça de moi, revenir avec panache, avec un gros combat et montrer que le combat contre Bakole était une erreur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.